Donc on va parler un petit peu des nouveaux traitements dans le kératocone, mais c'est un titre un petit peu exhaustif. On va peut-être pas faire toutes les nouveautés. Donc c'est juste pour rappeler que le kératocone est une pathologie très fréquente en Tunisie, que si le diagnostic va reposer sur la clinique, sur la topographie, mais aussi, comme on vient de le voir, sur l'OCT du segment antérieur, plusieurs problèmes sont non résolus. C'est la pathogénie qui est encore inconnue, le dépistage des formes infracliniques avant la chirurgie réfractive, puisque c'est une des causes des ectasies post-opératoires. Et le traitement reste aussi actuellement, c'est-à-dire dans certains traitements, il y a des controverses qu'il faut voir. Donc la fréquence est très importante, je vous ai dit, 54 cas pour 100 000 habitants, en Tunisie un peu plus. L'éthiopathogénie est encore mal inconnue, on parle de plus en plus de génétique, et surtout du rôle environnemental et du frottement oculaire dans la genèse du kératocone. Donc les diagnostics reposent sur la topographie cornéenne. Donc de plus en plus, pour dépister les formes frustes, on a recours à des logiciels de plus en plus performants. On peut parler du score de Bosch-Lomb, c'est le Screening Corneal Objective Risk of Ectasia, qui nous permet de dépister les formes à risque d'ectasie. L'OCT visante, Maline vient d'en parler, on ne va pas revenir dessus. Et ça nous permet de classer le kératocone dans ses différents stades. Et ceci nous permet donc d'avoir un arbre décisionnel par rapport au traitement. Cet arbre décisionnel peut être modifié par certains. Le plus important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il faut savoir si le kératocone est évolutif ou non évolutif pour pouvoir choisir le traitement. Alors, pour éviter le risque d'évolution, évidemment, il faut faire une prévention essentiellement du frottement mécanique. Et pour ceci, nous avons des nouveaux traitements. C'est le traitement de l'allergie avec les nouvelles molécules et surtout l'absence de conservateurs dans le traitement. Et le retour au lentiscléral qui permet d'avoir moins de contact entre les lentilles et la cornée parce que le contact va favoriser l'évolution du kératocone. Le cross-linking aujourd'hui est une arme dont nous disposons de façon qui nous a permis d'arrêter ou de ralentir la progression du kératocone. Cependant, plusieurs questions sont posées encore par rapport au traitement par cross-linking. Est-ce qu'on fait un traitement épi-on ou épi-off? Dr Camou nous parlera tout à l'heure un petit peu de cette forme. Quel est le temps d'exposition? Est-ce qu'il faut faire des formes longues ou des formes ultra fast? Et est-ce que le rôle de l'iontophoreuse aujourd'hui, qui a été développé pendant quelques années, est-il aussi intéressant que ça? Et on parle aujourd'hui de cross-linking pulsé, parce qu'on sait que la formation des radicaux pendant le cross-linking va empêcher l'action des UVA. Donc il faudrait peut-être faire des séquences pendant le traitement, ce qui ralentirait un petit peu le traitement, mais qui serait plus performant. Ce sont des machines encore en cours d'expérimentation. Alors, une fois que le cross-linking est réalisé chez les patients qui ont un risque d'évolution ou chez les patients qui sont stabilisés, chez lesquels on ne peut pas utiliser des lunettes ou des lentilles, qu'est-ce qui nous reste comme arme? Nous avons les anneaux, mais c'est pour les formes qui restent. C'est une cornéoplastie, on en parlera tout à l'heure très rapidement. Mais nous avons à notre disposition les anneaux, les implants ICL toriques. Et si je vous présente le cas d'une patiente âgée de 23 ans, kératocone stade 3, intolérante aux lentilles, qui a eu un cross-linking, qui avait un préopératoire, une acuité visuelle à 4/10 corrigée, mais avec une forte amétropie, qui a bénéficié d'un ICL torique. On voit ici la position, je ne sais pas si vous voyez la position de... Même si je pointeur, dommage. Et elle récupère une acuité visuelle meilleure en post-opératoire avec une très faible amétropie. Donc ceci est une technique qui nous permet de traiter quelques-uns de nos patients. Autre technique pour les patients qui présentent des formes moins évoluées, c'est ce qu'on appelle le protocole d'Athènes, c'est-à-dire c'est une photocaratectomie plus un cross-linking. Normalement, ça doit être réservé aux patients qui ont des formes frustes, voire des stades 1, pas plus, avec une photoablation de 50 microns du stroma normalement, avec une PKR topoguidée. Cependant, actuellement, ces limites ont été repoussées et de plus en plus, on parle de traitements beaucoup plus agressifs puisqu'on obtenons des résultats qui sont intéressants. On voit le cas ici d'une jeune dame de 26 ans qui avait en préopératoire une acuité visuelle malgré le kératocone qui semble peu avancé à 1/10 et qui après la PKR topoguidée avec cross-linking a récupéré une acuité visuelle de 6/10 avec une réduction importante de sa kératométrie. Donc on parle de cornéoplastie, c'est-à-dire donc de l'association d'un cross-linking et des autres techniques que nous avons
décrite, soit une PKR, soit l'association avec des implants intracornéens. Et dernière juste illustration, c'est pour parler du kératocone aigu ou e-drops. Ce n'est plus une urgence en matière de greffe, cependant c'est une urgence dans la prise en charge. Il faut mettre des sutures cornéennes prédysmétiques. Ceci permet de réduire très rapidement le temps de l'évolution, de réduire rapidement l'œdème et la cicatrisation. Ceci peut être fait, comme l'a dit tout à l'heure Dr Oudani, par l'OCT guidé. Alors nous voyons ici le cas d'une patiente qui a été opérée il y a 2 semaines. Ce sont les temps opératoires. Bon, je ne vous ai pas mis de vidéo, c'est trop long. Cependant, pour vous montrer les images 10 jours post-opératoire, l'œdème est réduit significativement, le temps d'évolution est réduit significativement. La patiente récupère une acuité visuelle qui n'est pas encore très importante, mais elle est à 1/20. C'est très intéressant pour une patiente et nous pouvons envisager par la suite, soit si la cicatrice diminue rapidement, soit une adaptation par lentille, soit une greffe de cornée, mais dans des conditions bien plus favorables. Je vous remercie. Merci Omar d'avoir respecté le temps. Et je donne la parole à Haïk Kamoun et à... Merci Monsieur le Président. Vas-y, je donne la parole. 10 minutes. D'accord. Parler de la perméabilisation épithéliale au laser exémère dans le cross-linking cornéen IPEON. Donc, comme vous le savez tous, le cross-linking, aujourd'hui, c'est le seul traitement pour ralentir et stopper l'évolution du kératocone. L'action, c'est bien sûr rigidifier les cornées kératoconiques. Donc, comment ça marche? C'est une réaction de photooxydation qui permet une photopolymérisation des fibres de collagène du stroma cornéen en utilisant la riboflavine et les ultraviolets. Donc, le protocole standard aujourd'hui, c'est le protocole de Dresden. C'est 30 minutes d'imprégnation de la riboflavine, ensuite 30 minutes d'irradiation d'UV à 3 mW. Ça se fait au bloc opératoire avec une désépithélialisation totale, ou bien sur 8 mm. Donc, l'efficacité de ce traitement a été étudiée prouvée avec la présence d'une ligne de démarcation qui est située à 300 microns et qui limite en profondeur, qui est la limite en profondeur de l'apoptose kératocytaire et qui est évaluée entre 1 et 3 mois après cross-linking. Donc aujourd'hui, ce protocole, c'est le traitement de référence. Son efficacité a été prouvée sur la stabilisation de la cornée par plusieurs études, mais le problème et les inconvénients de ce traitement, c'est la nécessité d'une désépithélialisation totale sur 8 mm, avec parfois des problèmes comme le retard de cicatrisation, douleur et risque de complications comme le AIDS, cicatrice traumatique et parfois des infections cornéennes. Donc, comment maintenir l'efficacité et diminuer le risque de complications? Donc, il y a eu des alternatives au protocole standard de Dresden, comme les protocoles accélérés. Donc, on est passé de 30 minutes à 10 minutes, voire même 5 et 3 minutes. Donc, quelle est l'efficacité de ces protocoles accélérés? Donc, en effet, le résultat réfractif, visuel et topographique est exactement le même que le traitement standard. La seule différence, c'est la ligne de démarcation qui est moins profonde avec les protocoles accélérés, mais avec une efficacité pareille. Ça, c'est une revue de la littérature, c'est une méta-analyse sur 577 yeux traités avec le cross-linking classique versus 581 traités avec le protocole accéléré. Vous voyez que les résultats réfractifs et topographiques sont les mêmes. La seule différence, c'est la ligne de démarcation qui est moins profonde et qui est située à peu près à 200 microns. Donc, d'autres alternatives au protocole standard de Dresden, c'est le protocole transépithélial qui
le principe, c'est une perméabilisation chimique de l'épithélium avec un alcool comme le DTA ou BAC. Mais avec ce traitement transépithélial, l'efficacité laisse à désirer avec une ligne de démarcation inconstante. Et si elle existe, elle est située entre 90 et 140 microns, avec un risque de progression du kératocone à 2 ans assez élevé. Donc c'est un traitement qui est inefficace et qu'on n'utilise plus. Donc, autre protocole transépithélial. Non, c'est juste pour dire pourquoi ce traitement est inefficace, parce que la barrière épithéliale résiste à la perméabilisation chimique due aux tight junctions qui sont situées dans la partie superficielle de l'épithélium. Donc, il y a un passage insuffisant de la riboflavine et de l'oxygène aussi, et on sait que cette réaction dépend de l'oxygène. Et l'épithélium intact présente une excellente barrière au passage des ultraviolets. Donc, autre protocole transépithélial, c'est l'iontophorèse. C'est l'utilisation d'un courant électrique pour mieux faire pénétrer les molécules. Mais le problème de cette technique, c'est le passage réduit de la riboflavine, qui est la moitié du protocole classique de Dresden, avec une efficacité à long terme controversée. Donc, notre idée, c'est une perméabilisation épithéliale au laser excimer en réalisant une PTK de 10 microns. Donc, comme vous le savez, dans la partie superficielle de l'épithélium, on retrouve les tight junctions qui sont responsable de l'étanchéité de l'épithélium à la riboflavine. Donc, en réalisant une PTK de 10 microns, on va enlever les tight junctions et on va rendre l'épithélium perméable à la riboflavine. Donc, je vous montre une vidéo pour illustrer ce que je viens de dire. Là, vous voyez l'épithélium, les cellules basales germinales et les cellules superficielles qui sont plus plates. Et là, vous voyez les tight junctions qui sont responsables de l'étanchéité épithéliale, qui sont situées dans la partie superficielle de l'épithélium. Et l'idée, c'est de faire une PTK partielle de l'épithélium qui est de 10 microns et qui permet à la riboflavine de passer, puisqu'on n'aura plus de tight junction. Donc, la riboflavine passe après PTK. Donc, là, vous voyez qu'elle passe à travers les cellules. Ensuite, UV. Donc, l'efficacité, on a réalisé une étude prospective observationnelle dans le but d'évaluer l'efficacité de cette technique par l'étude de la ligne de démarcation au centre et à la périphérie de la cornée par OCT du segment antérieur. Cette étude a été bien réalisée par Dr Wudernik, que j'appelle pour nous présenter cette étude. Alors, merci Heikel. Donc, on s'est basé sur l'OCT du segment antérieur pour évaluer l'efficacité de ce nouveau protocole de cross-linking en étudiant la profondeur de la ligne de démarcation. Alors, c'est une étude prospective observationnelle. On va présenter les résultats préliminaires qui portent sur 20 yeux de 15 patients, tous suivis pour kératocone évolutif. Donc, on a inclus des patients âgés de 15 à 35 ans avec une kératométrie maximale inférieure à 55 dioptries et une PACI supérieure à 400 microns. Donc, on a exclu les patients ayant des antécédents de chirurgie oculaire. Donc, pour tous les patients, on a relevé l'âge, les antécédents, les données de l'examen ophtalmo, une réfraction automatique, une PACI pré-op par la pentacam et une topographie cornéenne pour mesurer la kératométrie maximale, minimale et la SIMCA. Alors, le protocole du cross-linking, donc on va encore le détailler, donc sous anesthésie topique. On réalise, je passe. Ensuite, on fait l'instillation de riboflavine TE, une goutte toutes les 3 minutes pendant 30 minutes. On expose aux UVA d'une intensité de 9 mW pendant
10 minutes et à la fin du protocole, une goutte de collyre pour antibioprophylaxie, mise en place systématique d'une lentille de contact qui va être enlevée à J1 post-opératoire systématiquement. Alors on réalise entre 1 mois et 3 mois, c'est-à-dire lorsqu'on a apparition de cette ligne de démarcation, une OCT du segment antérieur pour mesurer la pachymétrie au niveau de l'apex, au niveau du centre, à 3 mm du centre et à 6 mm dans les deux méridiens horizontal et vertical. Alors, les résultats, donc l'âge moyen était de 25 ans. C'était un kératocone de stade 1 dans 6 yeux, stade 2 dans 5 yeux, stade 3 dans 4 yeux. L'épaisseur cornéenne centrale moyenne était de 488 microns et la SIMCA préopératoire moyenne de 47,19 dioptries. Donc, la ligne de démarcation était visible dans les 15 yeux. Et l'épaisseur était moyenne au centre était de 289 microns, à 3 mm de 251 microns et à 6 mm de 224 microns, avec une progression de la ligne de démarcation homogène du centre vers la périphérie, comme vous le voyez sur cette courbe. Alors, la cicatrisation épithéliale était totale pour 13 yeux à J1 et pour les 2 autres yeux à J2, et on n'a pas eu de complications. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment comparable aux données du crosslinking classique de Dresden ou du crosslinking accéléré. Donc, cette revue, elle est dernièrement publiée dans le Journal of Refractive and Cataract Surgery en 2018, et on voit bien que nos résultats vraiment sont équivalents. Alors, pour résumer, donc d'après ces résultats préliminaires, c'est une alternative très intéressante au crosslinking classique et accéléré. Il va permettre de préserver l'efficacité du crosslinking EPI-OFF et d'éviter en même temps sans inconvénient, donc un meilleur confort pour le patient avec moins de douleur. Et on va évaluer à long terme la stabilité, donc l'étude est encore en cours, et je vous remercie. Merci à tous, merci à Mariam de m'avoir aidé à réaliser cette étude que j'espère qu'elle fera l'objet